All right, good morning. Welcome to Bonjour, nous vous accueillons à la plateforme mondiale pour la réussite scolaire. Je serai votre Maréchal ce matin et donc nous sommes en direct dans le monde entier en anglais, arabe, français et espagnol. Vous pouvez également écouter les langues ici même si vous prenez vos écouteurs. À la suite de quoi, vous pourrez passer sur Twitter. Nous aurons quelques instants pour les questions à la fin des exposés. Nous avons une manifestation très intéressante et des orateurs des plus éminents. Je présente la vice-présidente, Madame Dixon, Annette Dixon. Good morning. Bonjour à tous, bon après-midi, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir que d'être à cette manifestation pour ma part, en particulier ici pour le lancement de la plateforme mondiale pour la réussite de l'enseignement scolaire. Par définition, le fait que nous soyons ici, que nous participons à cette manifestation, nous comprenons qu'il existe une crise de l'enseignement dans le monde. Et ainsi, nous sommes présents pour la bonne raison que nous recherchons tous des solutions qui pourraient nous permettre de régler ces problèmes et ce rapidement. L'an dernier, au lancement du rapport sur le développement dans le monde 2018, réaliser la promesse de l'enseignement, nous étions à Orlando et nous avons relevé les défis auxquels sont confrontées les académies scolaires dans le monde entier. Lors des réunions et des assemblées de 2018, nous avons lancé le projet de capital humain, vous le connaissez, et nous avons également lancé l'indice du capital humain. Et dans ces indices, nous avons attiré l'attention des grands décideurs mondiaux sur la crise de l'enseignement et les difficultés que cela représente pour les pays à l'avenir. Eh bien, cet indice a ouvert la possibilité d'un dialogue avec les dirigeants dans les pays qui n'ont pas uniquement des ministres de l'Éducation. Lorsque l'on parle des difficultés de capital humain auxquelles sont confrontés les pays, au-delà de tout, les ministres, les dirigeants souhaitent parler de l'éducation. Ce dont ils se préoccupent, ce sont deux éléments. L'un étant la perception qui est la leur de la détérioration de la qualité de l'éducation qui est remarquée dans les systèmes postcoloniaux. Ça, c'est les décideurs des pays en développement. D'un côté, l'on voit que les systèmes ne sont pas aussi solides qu'ils l'étaient. De l'autre côté, l'on se préoccupe que le monde avance, les jeunes doivent suivre et le travail à l'avenir va exiger un environnement plus difficile pour les systèmes éducatifs. Nous sommes en mesure aujourd'hui, nous avons l'attention de ces chefs d'État, des ministres des Finances, des gouvernements, et qui nous écoutent, qui sont ouverts à de nouvelles idées sur ce que nous pouvons faire pour une intervention. De fait, dans le projet de capital humain, nous travaillons avec les pays qui ont exprimé leur intérêt et qui veulent accélérer le progrès dans le capital humain, cet indice. Et nous en sommes à 50 pays aujourd'hui qui se sont présentés. Ces pays ont couvert toutes les catégories, les pays à revenus moyens, faibles, en développement. Avec votre aide, ce qu'il nous faut, c'est travailler de concert pour mettre en place des stratégies intelligentes, par exemple des investissements, qui pourront être incorporés dans la réflexion des gouvernements et qui seront au centre de cet effort pour se développer, et arriver au siècle suivant à la hauteur. En décrivant ce problème, c'est là la première étape. Ces pays veulent et souhaitent des solutions. C'est pour ça que nous avons élaboré ce domaine d'engagement pour se pencher sur les enseignants qui sont couronnés de succès, car ces derniers, nous le savons, sont essentiels pour assurer des progrès dans les résultats de l'apprentissage. Ces derniers exigent l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de trouver le changement politique et de le traverser pour faire en sorte que les politiques d'enseignement soient véritables et qu'elles s'enracinent dans les pays.
Les enseignants sont le moteur de l'apprentissage scolaire de leurs élèves. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule solution, nous le savons. Nous savons que les ménages, également les familles, ont un rôle essentiel. Mais l'enseignement efficace peut transformer les existences des élèves en leur rendant possible l'apprentissage, le développement pour pouvoir contribuer au pays et aux communautés. Davantage de littérature souligne le rôle de l'enseignement aujourd'hui, par exemple dans quelle mesure les enseignants vérifient la compréhension, encouragent les compétences de la réflexion rationnelle pour les élèves. Ce travail n'est pas facile. Les enseignants ont une tâche difficile, c'est-à-dire se pencher sur les étudiants qui ont des préférences, des besoins différents et bien sûr des capacités différentes. Et c'est là où les ménages jouent leur rôle, car la préparation des enfants à l'apprentissage commence, bien entendu, aux premières années de l'enfance. Mais pour aborder cette difficulté, les enseignants doivent être chargés de s'assurer que tous les élèves apprennent et sont véritablement engagés pour ce faire. Les enseignants doivent avoir un appui pédagogique approprié pour garantir l'enseignement. C'est une difficulté pour les enseignants dans les pays en développement, car très souvent, eux-mêmes, ces enseignants sont les produits d'une éducation classique, d'un système traditionnel. Ils n'ont pas de modèle de rôle dans la pédagogie. Ils ne savent à quoi cela ressemble. La technologie peut être un outil pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage, mais cela ne peut que compléter le travail de l'enseignant pour qu'il soit plus facile, plus intéressant et qu'il ait davantage d'impact, ce qui exige que tous les enseignants soient des citoyens numériques et qu'ils reçoivent les opportunités de développement professionnel dont ils sont dignes. Pour ce besoin, il nous faut appuyer le développement professionnel des enseignants et nous avons élaboré Teach, qui est un outil d'observation open source dont on se servira dans les pays à faible revenu et revenu moyen. Teach et nous donne un aperçu de ce qui se passe en salle de classe, qui servira à titre d'outil pour le développement professionnel. Et tout d'abord, les pratiques d'enseignement sont saisies, amènent la connaissance des élèves et à tous les niveaux. C'est un outil nécessaire pour permettre au pays de renforcer l'enseignement dans toutes leurs dimensions. Les enseignants Teach est déjà en pilote dans plus de 1000 écoles dans le monde et à différentes ressources que les gouvernements et les parties prenantes peuvent utiliser. La demande en la matière, bien sûr, se développe. Étant donné le rôle essentiel que jouent les enseignants dans l'existence des élèves, la crise de l'enseignement doit bénéficier de cet appui tout à fait concret et pratique. La manifestation d'aujourd'hui tombe à point nommé car elle réunit l'innovation, l'expérience autour de cette table et ailleurs, une certaine technologie et des exemples réels et de la façon dont nous pouvons unir le tout à un moment essentiel dans l'éducation internationale. Alors que nous développons notre travail avec le gouvernement pour leur permettre de mettre en œuvre les stratégies du capital humain, ce type de solution, c'est exactement ce que nos clients recherchent, mais surtout, c'est ce qui permettra d'accélérer les progrès et les résultats qui sont les plus importants pour les jeunes et la jeunesse. Le rapport sur le développement dans le monde a bien souligné dans l'enseignement que le changement est difficile, mais c'est possible. Bien entendu, vous avez entendu parler des différentes réussites, en Finlande notamment, où l'enseignement est considéré comme une profession sélective et 8% de demandeurs sont en fait reçus aux examens en la matière, et certains ministres ici sont de la Finlande et ils nous ont bien rappelé qu'ils avaient été demandeurs d'un poste d'enseignant et qu'ils sont devenus ministres. Dans ce contexte, les enseignants sont dignes de confiance. La société investit en leur personne, mais a également des attentes. En Finlande, c'est une profession respectée. C'est là la caractéristique de tous les systèmes éducatifs respectés.
Nous voyons des réussites dans d'autres pays à moindre revenu, pays qui mettent en place des réformes et en dépit de certaines difficultés politiques des plus grandes. Au Mexique, par exemple, le gouvernement a introduit un test standard pour les élèves d'école normale en dépit d'une opposition assez importante, ce qui a mené à des améliorations dans l'apprentissage en maths, en espagnol également. La performance des enseignants est essentielle pour avoir une formation plus pratique et cela desservira les différents enseignants. En Afrique du Sud, il y a également un coaching en texto sur tablette pour les enseignants qui est aussi efficace que l'enseignement sur place ou à télédistance. Au Pérou, l'on a mis en œuvre une nouvelle loi pour les enseignants où la promotion et la sélection est passée au mérite et non plus à la titularisation. Aujourd'hui, il y a promotion des enseignants à partir de la performance, des connaissances, de l'éthique et des compétences. Merci, Jaime. Eh bien, je crois qu'on peut conclure que l'un des grands points de la réussite des systèmes éducatifs, c'est que la valeur est accordée à la profession des enseignants. Et d'ailleurs, lorsque nous parlons aux enseignants qui tirent parti de ce type d'appui, eux-mêmes, ces enseignants, sont extrêmement enorgueillis de l'impact qu'ils ont sur les résultats d'apprentissage de leurs élèves. Et donc, aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter cette plateforme mondiale pour la réussite des enseignants. Nous lançons Teach aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, et la politique, le document de politique pour l'enseignement et l'apprentissage couronné de succès pour pouvoir guider la politique en la matière, et nous allons en parler aujourd'hui. J'aimerais maintenant conclure en disant la chose suivante. Je crois que nous saisissons tous que nous n'avons pas de choix que d'agir immédiatement de façon résolue et ambitieuse. Un élève exposé à un enseignant médiocre apprendra moins que si elle avait ou s'il avait un enseignant compétent. Un an d'enseignement perdu pour un élève ne sera jamais retrouvé. Donc, la situation de la profession des enseignants, l'appui à ces enseignants, certes, est difficile, mais il va nous falloir procéder maintenant. Assurons-nous que chaque classe, chaque école, dans chaque pays, on a compétences pour les enseignants et motivation pour ces derniers également. Thank you, Annette. Merci, Annette. Tara Bataille, David Evans vont nous présenter la démarche politique pour les enseignants et pour les élèves, en particulier la politique en la matière. Thanks, Tracy. Good morning, everyone. Bonjour, mesdames et messieurs. David et moi sommes très heureux de pouvoir présenter la politique de la Banque mondiale pour la réussite des enseignants et aussi bien des élèves. J'aimerais vous dire une citation selon laquelle l'enseignement est la profession de laquelle dépendent toutes les autres professions du monde. Combien d'entre vous avez une licence, une maîtrise? Vous voyez ce que je veux dire avec ça. Il serait très difficile d'en arriver là si on n'avait pas eu des professeurs et des enseignants formidables. Il y a des résultats de recherche qui sont cohérents dans tous les pays et qui montrent que les enseignants sont les plus importants que toute autre profession ou que tout autre intrant dans les écoles. Parce que les interventions plus efficaces marchent pour tous les professeurs. Par exemple, les pays RFI ont vérifié toute une série d'interventions et ils vont constater que lorsque vous donnez une bonne formation aux enseignants, des plans de classe de leçons, le résultat est beaucoup mieux qu'avec d'autres interventions, y compris l'informatique. Nous savons très bien aussi que si vous donnez aux élèves un bon professeur, ça peut faire une énorme différence. Il y a des preuves provenant de toute une série de pays qui montrent que si l'enseignant qu'on donne aux étudiants est de très qualité, vous pouvez bien sûr réduire le temps de scolarisation
statut étudiant. C'est un gain important. Toutes ces analyses économétriques, quelquefois, ne prennent pas compte de quelque chose d'important, c'est-à-dire que les enseignants sont un modèle pour les enfants. Pour la plupart des élèves, l'enseignant est celui avec qui l'élève passe la plupart du temps de sa vie. Et donc, suivre le modèle de l'enseignant est un point important pour les étudiants. Nous savons aussi que nombre d'enseignants ne sont pas très efficaces. C'est un travail très difficile. Mais imaginez que vous étiez un enseignant. Vous êtes en dehors de la classe, au rentrée de la classe, il y a 50 élèves qui vous regardent lorsque vous entrez dans la salle de classe. Quelques étudiants se bagarrent entre eux, d'autres sont assis, d'autres debout. Et vous devez leur apprendre l'algèbre d'ici la fin de l'année, mais en même temps, il faut s'assurer qu'ils sont bons citoyens. Et s'il vous reste encore un peu de temps, il faut leur enseigner autre chose. C'est un travail très difficile. Moi, j'ai des difficultés à le faire avec un seul enfant, mon enfant, mais imaginez faire ça avec 50 élèves. Vous savez que les enseignants ne reçoivent pas beaucoup de soutien du système. Et dans beaucoup de systèmes, il y a des enseignants qui ne réussissent pas. À la Banque mondiale, nous travaillons de façon très rapprochée avec le gouvernement pour améliorer l'efficacité des enseignants. Au cours des 2 dernières décennies, nous avons travaillé avec 60 pays. Et ce que nous avons tiré comme leçon de cette expérience, et aussi de la littérature sur les enseignants, c'est ce que nous avons synthétisé dans 5 principes. Le premier principe essentiel, c'est de rendre l'enseignement attrayant, ensuite améliorer l'éducation pré-service, choisir et sélectionner basé sur le mérite, donner aux enseignants un bon développement professionnel et utiliser la technologie de façon sagement pour en obtenir un meilleur résultat. Bon, le premier principe se divise en 3. Le mieux, c'est d'améliorer le statut de l'enseignement. Nous savons que l'enseignement n'est pas la meilleure profession qu'on peut trouver. Par exemple, on a fait une comparaison avec plusieurs professions dans 35 pays, y compris les pays RFI, et on a demandé à des enseignants et d'autres qui n'étaient pas enseignants sur le statut de leur profession, le prestige de leur profession. Et l'enseignement ne se trouvait pas classé de façon très élevée. Et ça, c'est un problème parce qu'on n'arrive pas à attirer les personnes qu'on veut bien attirer pour cette profession. Ils ne sont pas traités comme professionnels. Et c'est très difficile disons, améliorer le prestige d'une profession, mais il y a quelque chose qui peut être fait. Par exemple, le Chili a lancé une campagne sur les médias pour améliorer le niveau de l'enseignement chez eux. Nous en donnons des exemples dans notre document. Et aussi, il faut bien payer les professeurs, enfin, leur payer un salaire juste. Bon, ils ne font pas ça pour l'argent, mais pour qu'ils puissent arrondir leur fin de mois, il faut qu'ils soient payés décemment. Sinon, on va chercher autre chose à faire. Nous savons que là où les enseignants sont convaincus de succès, c'est parce qu'ils sont aussi bien payés. Au Japon et dans d'autres pays, ils gagnent aussi bien que les avocats et autres. Parce que quand on est mal payé, il y a beaucoup de stress. Les enseignants dans certains pays reçoivent leur salaire avec un retard de 70% du temps. Et dans d'autres pays, c'est encore pire. L'autre étape, c'est d'investir sur la progression dans la carrière. Vous savez que dans certains pays, la promotion se base sur la qualification, les années d'expérience. Il ne se base pas sur d'autres choses qui pourraient être intéressantes pour une meilleure performance. Nous savons que dans certains bons pays, cela ne se passe pas comme ça. À Singapour, par exemple, on offre aux enseignants 3 possibilités. Ils peuvent être des enseignants master, ou leaders, ou autres. Et après, ils sont coachés, entraînés pour faire le mieux qu'ils peuvent. Cela ne se passe pas dans tous les pays. Donc, pour résumer, le premier principe, c'est qu'il faut rendre l'enseignement attrayant, améliorant le statut de la profession d'enseignant, les payer un salaire juste et leur donner une trajectoire de progrès dans la carrière. Deuxième principe, c'est une éducation pré-service, comme on les appelle. Dans certains pays, il n'y a pas de sélection. À l'école normale, on peut rentrer à l'école normale
sans aucune sélection. Il n'y a pas de qualification nécessaire, préalable pour entrer à l'école normale. Très souvent, ils choisissent l'école normale par défaut parce qu'ils n'ont pas réussi autre chose. Dans d'autres pays, comme a dit Annette, la Finlande, par exemple, au moins de 10% des étudiants qui se présentent à l'école normale sont admis. Deuxième idée, c'est qu'il faut avoir une composante pratique dans le programme de formation des enseignants. La plupart des professeurs n'ont jamais été dans une salle de classe, ne connaissent pas du tout ce qui se passe. Donc, l'enseignement est une profession qui implique un peu à confronter la situation où vous devez interagir avec les études. Et si vous n'avez aucune formation, expérience, vous aurez des difficultés, par exemple, à garder la discipline en classe et autres. Le problème, c'est que comme les programmes d'école normale ne reconnaissent pas ce fait, ils n'aident pas les enseignants à mieux se comporter. Dans d'autres professions, par exemple, si vous êtes un chirurgien ou si vous êtes un sportif, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Demander à l'enseignant combien de temps il passe à pratiquer dans des salles de classe avant d'être diplômé. C'est très rare. Une autre partie de ce principe numéro 2, c'est que les jeunes qui veulent devenir professeurs doivent corriger leur déficit en matière de connaissances. C'est pas, par exemple, à la fin de 12 ans d'éducation, d'instruction, vous ne recevez pas nécessairement tout ce qu'il faut pour devenir professeur. Donc, la formation des enseignants, l'éducation pour service, comme je dis, c'est qu'il faut la rendre plus sélective. Il faut s'assurer qu'il y ait une composante pratique et que l'on comble les lacunes de connaissances que ces candidats professeurs amènent avec eux. Merci. Bon, nous avons attiré ces candidats formidables pour la profession d'enseignement. On les a bien formés et maintenant, on se pose la question, lorsqu'on se rend dans des pays différents, qu'on parle aux ministres d'éducation, ils disent, bon, on n'arrive pas à trouver les bons candidats pour les mettre en salle de classe. Ben, il faut savoir les attirer, il faut pouvoir aussi sélectionner les candidats qui se présentent pour être enseignants. Donc, le principe suivant implique la définition de politique pour recruter et sélectionner les professeurs. Il faut s'assurer que l'on sélectionne les enseignants sur le mérite. Donc, il faut une période temporaire pour être sûr qu'ils savent bien, qu'ils peuvent bien faire la profession. Et je vais parler de chacune de ces possibilités. En matière de recrutement des enseignants et de la sélection des enseignants basée sur le mérite. Bon, tous les pays disent que bon, leur politique consiste toujours à sélectionner sur le mérite, mais il y a des pays que, du point de vue historique, et même aujourd'hui, choisissent les enseignants basés sur des éléments qui n'ont rien à voir avec leur formation, les connaissances, les capacités pédagogiques, leurs capacités en général. Donc, au point de vue historique, dans certains pays d'Amérique latine, par exemple, les enseignants, lorsqu'ils prennent leur retraite, ils décident qui c'est qui va les remplacer en salle de classe. Dans d'autres pays, il y a d'autres possibilités. Il y a un certain nombre de pays qui ont adopté une méritocratie pour l'enseignement. Le Pérou, par exemple, a été cité par Annette, et le Mexique montre, par exemple, que lorsque ils ont adopté une manière, enfin, des examens pour évaluer les professeurs pour mieux les choisir, il y a eu beaucoup de succès avec cette méthode. Et ce qui est important, c'est que l'examen n'était pas très bien pour prévoir, n'était pas capable de prévoir ce qui serait mon bon enseignant. Donc, il est très difficile de prévoir la qualité des futurs enseignants. Donc, le constat que nous avons fait,
c'est que lorsque les enseignants sont sélectionnés sur la base du mérite, les candidats qui ne seraient pas réussis ne se présentent même pas à l'examen. Et même si l'examen donc n'est pas parfait, ça se passe ainsi. Un autre exemple, il y a une municipalité au Brésil où les notes reçues par les étudiants sont excellentes. Donc, une équipe de la Banque mondiale s'est réunie avec les membres du gouvernement et ils ont vu qu'il y avait une transition vers une sélection basée sur le mérite. Comment gérer les enseignants au travail? S'assurer qu'ils font bien leur travail. Donc, il faut une période d'essai, de preuve, avant de l'étudialiser. C'est très difficile de prévoir qui sera un bon professeur, mais il faut, pendant quelques années, évaluer les enseignants, leur donner l'appui nécessaire pour qu'ils améliorent leur performance. Donc, pendant les premières années, l'expérience d'enseignant sont très importantes. Après ces quelques années, l'expérience n'est pas très importante, donc une période d'essai est très importante au début de la carrière. Mais il faut aussi avoir des systèmes justes pour le licenciement des professeurs qui ne réussissent pas. Il faut donc pour cela avoir un bon système d'évaluation, savoir comment évaluer l'enseignant en salle de classe, il faut récompenser les bons professeurs. Donc tout cela fait partie de la boîte à outils. Une fois que nous avons choisi sélectionner les étudiants, il faut aussi les enseignants, il faut les motiver. Et pour avoir un système de développement professionnel qui fonctionne, leur donner les outils en matière de leadership dont ils ont besoin. Moi, j'ai visité bon nombre de pays pour voir s'il y a des systèmes de professionnalisation des enseignants. Donc, il y a des réunions au sein du ministère de l'Éducation, où que ce soit, et puis les enseignants sont envoyés en salle de classe et continuent à faire exactement la même chose. Mais ce n'est pas leur problème, c'est que le système ne les a pas aidés à mieux apprendre. Donc, nous avons fait une analyse pour comparer quels sont les programmes de développement professionnel qui se traduisaient une amélioration de l'apprentissage de la part des étudiants. Et comment est-ce qu'on pourrait porter ça à l'échelle pour couvrir tout le pays. Donc, il y a 3 facteurs qui jouent un rôle important. En bleu, vous voyez les programmes qui débouchent sur un meilleur apprentissage des étudiants et qui sont liés au salaire, au statut, à la promotion. Est-ce que tout cela est important pour la carrière de professeur? Dans certains pays, certains programmes font tout cela. Bon, des visites de suivi, par exemple, c'est très facile de réunir les enseignants dans un amphithéâtre, de leur donner des idées, et après de suivre en salle de classe, ça coûte plus cher, mais c'est plus efficace. Donc, là où les résultats sont bons, c'est parce qu'il y a des programmes de suivi, des programmes nationaux. Il y a très peu de programmes nationaux où ces visites de suivi existent vraiment. L'autre, c'est la pratique, enfin permettre aux enseignants de pratiquer en présence d'autres enseignants. Et que cela se fait, le succès est plus assuré. Les enseignants qui apprennent avec les enseignants. Donc, si nous voulons améliorer les enseignants, il faut faire l'amélioration, bien sûr, développement professionnel, mais sur une base pratique. Donner aux enseignants les outils dont ils ont besoin et les notions de leadership. Dans nombre de pays, les enseignants ne sont pas tellement préparés, ils ne reçoivent pas tellement d'outils dans leur raison, mais dans ces cas-là, de leur donner aux enseignants des leçons bien détaillées, c'est très important. Il y a des scripts que vous pouvez suivre
Mais ce genre de guide détaillé pour les enseignants donne de très bons résultats en matière d'arithmétique et langue, mieux que toute autre possibilité. Il y a des preuves dans des dizaines de pays qui montrent que ces guides de l'enseignant leur permettent de faire beaucoup de progrès en très peu de temps. La question du leadership. Bon, bien sûr. Il faut qu'il y ait aussi des gestionnaires importants au niveau des écoles. Nous savons que ça est très important. La même chose, le travail de Nick Bloom et d'autres montre qu'il y a une variabilité énorme à travers les pays sur la qualité de la gestion des écoles. Il y a un lien clair entre la bonne gestion des écoles et la performance des étudiants. Et il a démontré aussi qu'on peut aider les leaders scolaires à améliorer la qualité de leur performance. Et à Sobral, au Brésil, par exemple, là où il y a eu tellement de succès, c'est qu'ils ont bien choisi ces gestionnaires leaders scolaires. La dernière partie, c'est aider les étudiants. C'est-à-dire que les enseignants doivent rester redevables. Bon, on peut licencier les enseignants qui ne réussissent pas très bien, mais là où le lien entre toutes ces choses a donné de très bons résultats, c'est que ça faisait partie d'un ensemble de mesures. Ce qui nous rend redevables en tant que professionnels n'est pas nécessairement le salaire qu'on reçoit. Dans certains cas, c'est peut-être même pas la menace d'être licencié, mais c'est toute une série d'outils. Il faut être observé par le principal de l'école, l'opinion de nos pairs, la certification et tout cela sont des facteurs qui font partie de ce puzzle de redevabilité. Quand on voit le travail qui a été fait ici au Chili, on voit que les réformes en matière de redevabilité peuvent permettre aux enseignants d'améliorer leur performance. La technologie, en principe, qui traverse tous ces systèmes. Former les professeurs, les préparer, gérer les enseignants et les appuyer sont des facteurs très importants. La technologie est bonne, est importante, mais ce n'est pas la panacée pour tout. La technologie est meilleure quand elle complète le travail des professeurs plutôt que de remplacer complètement. Après discussion avec nombreux ministres d'éducation, ils disaient ces questions d'enseignement sont difficiles. Écoutez, on va donner des orientateurs à salle de classe et espérer pour le mieux. Bon, en général, ça ne marche pas très bien. Bon, la technologie peut aider les enseignants en matière pédagogique. Ce qui fonctionne selon les endroits dépend. Infrastructure, efficacité d'intégration de la technologie par les enseignants. En fait, le test et l'importance de ces solutions dépendent des contextes. Et enfin, pour la technologie, ça ne règle pas tous les problèmes des systèmes éducatifs. Quelques problèmes individuels seront réglés dans ce système. Quand on pense à la technologie dans l'éducation, quels sont les problèmes spécifiques que nous voulons régler et comment la théorie du changement nous le permettra? 5 principes pour l'intérêt de l'enseignement: sélection méritocratique, développement intéressant, technologie, et c'est ce que vous voyez ici, se servir de la technologie de façon intelligente. Merci. Merci Tara et Dave. Je vais vous présenter Vicky Amolina qui va vous présenter Teach, un outil d'observation pour utilisation dans les pays à faible revenu et à revenu moyen. Merci. Donc il y a crise d'enseignement, c'est ce qu'on a dit. Les enfants sortent de l'école sans les compétences de base. Comment peut-on, après des années passées en cours, ces enfants sortent sans avoir les compétences de lecture ou de maths? La deuxième question, c'est que se passe-t-il dans ces classes? Comment se fait-il qu'après tant d'années, aucune connaissance ne s'est matérialisée? Je vais vous dire tout d'abord quelques exemples pris en classe dont nous avons été témoins dans le cadre de notre évaluation. So, in the first classroom, dans la première salle de classe,
Il y a un objectif de l'enseignement, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, voilà, et on demande à un élève de faire de la répétition. C'est ce qui se fait. Et ensuite, deuxième élève, est-ce que vous pourriez le répéter? Pareil, donc du par cœur. Ensuite, troisième élève répète cet objectif tel qu'on lui a demandé. Quatrième élève, cinquième, sixième élève, huitième élève qui répète le même paragraphe. 10 minutes de ce cours sont pour rien. Ou alors, l'enseignant arrive 20 minutes en retard, les élèves n'ont rien à faire pendant ce temps-là. Une fois qu'il arrive, il demande à un élève de venir au tableau, de résoudre un problème. Il a des difficultés, cet élève, face à ce problème, impatience de l'enseignant, et il lui dit d'aller se rasseoir et demande à un autre élève de venir au tableau. Dans le troisième cas, l'enseignant, après avoir enseigné la division, demande aux élèves de faire une division de 5 par 2. 10 minutes, le professeur s'assied au bureau, demande ensuite à l'élève de venir régler le problème. Le problème est réglé et résolu et tout le monde applaudit. Madame vient au tableau et fasse l'opération et demande à un autre élève de venir au tableau de faire exactement la même opération, une division. Troisième élève qui vient au tableau pour essayer de résoudre le problème à nouveau. Et nous avons des éléments probants. Ce ne sont pas juste quelques exemples que nous vous présentons. En Afrique subsaharienne, nous savons de la recherche dans 7 pays que moins d'un enseignant sur 10 suit des pratiques didactiques performantes. 1 sur 10. C'est bien ce que je voulais dire. En Amérique latine, pareil. En Asie de l'Est, en Asie du Sud également. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est ce que nous ne savons pas. Pour la plupart des classes dans le monde, on ne sait pas ce qui s'y passe. Nous présumons ce qui peut s'y passer, mais nous ne le savons pas véritablement. Ce n'est pas juste cela, en fin de compte, que je le sache moi ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais les ministres de l'Éducation, les syndicats, les parents, les censeurs, personne ne sait ce qui se passe dans ces cours. Nous ne savons pas ce qui s'y passe. Comment est-ce que nous pouvons aider ces enseignants? Comment est-ce que nous pouvons aider les enseignants? C'est de les observer, de donner nos appréciations. L'exemple que je vous ai montré, ce ne sont pas de mauvais enseignants, ce sont des enseignants qui font de leur mieux, ils sont peu appuyés. La plus grande question ici étant, l'on parle de l'abandon des élèves, mais nous avons abandonné les professeurs. Nous ne leur avons pas donné l'éducation fondamentale qui leur est nécessaire, ni la formation professionnelle qui leur est nécessaire pour devenir un enseignant formidable, pour changer effectivement la vie de ces élèves. C'est pour cela, puisque nous pensons que la première étape pour changer cette situation, c'est de changer et de mesurer ce qui se passe en salle de classe pour pouvoir personnaliser l'appui qu'on leur apporte. Et c'est ainsi que nous avons Teach. Teach est donc un outil d'observation pour les 6 premières années. Et l'utilisation escomptée est double. Pour le développement professionnel, pour diagnostic également. Ainsi, les gouvernements peuvent mesurer l'efficacité des politiques pour améliorer l'enseignement, la pratique de l'enseignement. Pour la formation professionnelle, les gouvernements peuvent ainsi identifier les asthénies de la formation professionnelle des enseignants. Alors, puisque vous êtes là, je vais vous le dire, il y a des caractéristiques particulières de Teach et nous nous en sommes particulièrement satisfaits. Tout d'abord, le temps d'enseignement qui est mesuré, la qualité des pratiques d'enseignement, c'est un outil. Deuxièmement, tout ce qui est les pratiques d'enseignement décrites, c'est pour promouvoir les compétences socio-émotives des élèves. Troisièmement, développer pour les pays à faible revenu, à revenu moyen, selon les contextes. Donc, et enfin, c'est un outil qui est gratuit
et qui pourrait être en français, espagnol, portugais. Et alors que nous sommes ici présents, nous avons une possibilité de traduction en swahili, en arabe et en bulgare. Et enfin, cet outil est accompagné de ressources complémentaires qui permettront de faire la formation, la collecte de données et ensuite l'analyse. Je vais maintenant m'appesantir pendant quelques instants sur la description de ce que vous voyez à l'écran. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on mesure dans Teach? Deux éléments, c'est-à-dire le temps d'enseignement et la qualité des pratiques d'enseignement. Pour la durée d'enseignement, c'est une série d'instantanés qui permettent d'enregistrer ce qui est une activité d'enseignement pour les élèves et combien d'entre eux passent du temps à cet apprentissage. Pour la qualité, 3 critères, vous le voyez ici, qui correspondent à 9 éléments et 28 comportements. Comme vous pouvez vous l'imaginer, quels sont-ils ces 28 éléments? Il me faudra énormément de temps. Je vais passer rapidement pour vous donner un aperçu de ce que l'on couvre grâce à cet outil. Dans le cadre de la culture en salle de classe, j'aurais dû vous le dire tout à l'heure, c'est les comportements à 3 niveaux, donc élevé, moyen et inférieur, selon ce que l'on voit dans la salle de classe. C'est détaillé d'ailleurs dans cet outil. Et ensuite, vous faites une notation de 1 à 5 et nous faisons ensuite de l'agrégation de ces données. Culture de la classe. On mesure la culture créée par l'enseignant, si elle est propice à l'enseignement, à l'apprentissage, ce qui veut dire qu'il y a respect, il y a réponse aux besoins, il n'y a pas de stéréotypage de garçons-filles, ainsi que des attentes claires qui sont définies. Et les élèves dissipés sont réorientés sur de nouvelles activités. Ce n'est pas arrêter de parler, mais qu'est-ce que vous devriez faire maintenant pour les élèves? Pour l'instruction, on mesure la compréhension, des vérifications, des compréhensions des élèves et la réflexion critique. Je n'ai pas le temps de faire le menu détail, mais pour la compréhension, on verra tout à l'heure pour voir si effectivement vous comprenez ce que fait cet outil. Pour la compréhension, nous avons 3 comportements pour ceux d'entre vous qui réfléchissent. C'est quoi la vérification de la compréhension? Tout d'abord, la vérification, c'est ce qui est le plus important pour les enseignants. Parce que si vous enseignez, mais que vous ne vérifiez pas s'il y a compréhension de la part des élèves, c'est comme si on n'avait rien fait. Nous avons 3 comportements. Le premier est des questions et des stratégies pour mesurer la compréhension des élèves. J'aimerais que vous réfléchissiez à titre d'enseignant ou à titre d'élève. Qu'est-ce que vous connaissez? C'est vrai que vous avez été enseignant certainement. Vous êtes en train d'enseigner en plein milieu de la leçon. Vous dites, est-ce que vous me suivez, cher élève? Est-ce que vous avez des questions? Et vous avez un soupir d'aise parce que personne ne pose de questions. Ou d'autres disent oui, mais que vous continuez quand même le cours. C'est important. Quand vous y réfléchissez, ce n'est pas la meilleure manière de vérifier si on vous a compris, car dans la plupart des écoles primaires, les élèves ne vont pas intervenir en disant « Attendez, j'ai pas compris de ce que vous avez dit, est-ce que vous pourriez répéter ?» Ça n'est pas comme ça que ça se passe, donc vous ne savez pas si on vous a compris. De votre expérience, vous êtes en cours, l'enseignant pose une question, 3 élèves lèvent la main au premier rang, l'enseignant pose la question et l'élève répond bien, le bon élève répond bien et vous passez au sujet suivant. Ce n'est pas ainsi qu'il faut évaluer la compréhension du sujet par les élèves. Pourquoi? Parce que ça n'est pas un bon échantillon. Ces élèves qui lèvent la main sont ceux qui connaissent la réponse davantage que ceux qui n'ont pas levé la main. La meilleure façon de comprendre, si on vous a compris, c'est de poser une question à un élève au hasard sans savoir s'il va connaître la réponse ou pas. Comme je l'ai dit dans l'exemple, on est au bureau alors que les élèves sont au pupitre et font leur travail et les enseignants devraient
allez voir ce que font les élèves dans la classe pour savoir qu'ils ont compris. Et quand vous êtes dans la salle de classe, qu'il y a par exemple, vous voyez qu'il y a les mêmes erreurs partout pour tous les élèves, à ce moment-là, le professeur peut dire « Ah, je vois que vous avez tous le même problème, on va régler ce problème ». Et est-ce que les enseignants véritablement enseignent au niveau des élèves? Soit ils vont trop vite, ces enseignants, soit ils vont trop lentement. Ce qui fait que vous ne savez pas quels sont les besoins des différents élèves et comment faire en sorte que ce soit efficace. Et enfin, les compétences socio-émotives ou socio-affectives. Donc, une autonomie, les choix qui sont fournis aux élèves, les différentes possibilités de sélection, leur permettre de jouer un rôle important en classe. Vous avez la persévérance également. Et je donnais l'exemple de l'enseignant qui est en colère et impatient parce que l'élève ne connaît pas la réponse. Ça, c'est autre chose que l'on ne devrait pas faire, on le sait, car l'irritation fait partie de l'enseignement. Donc, il faut remettre en question ces erreurs, comprendre pourquoi l'erreur a été faite, pour identifier les erreurs et donner une solution. Cela fait partie d'un enseignement de qualité. Et c'est également une attitude positive face aux difficultés d'enseignement. Et enfin, les compétences sociales et de collaboration. L'enseignant permet aux élèves de collaborer et d'avoir des relations interpersonnelles. Teach nous donne la langue pour parler de l'enseignement. Ces enseignants n'en ont pas bénéficié auparavant et les exemples se traduisent en des données qui sont utiles pour pouvoir personnaliser les programmes pour les enseignants, mais améliorer les pratiques de l'enseignement. Ainsi, avant, je vous l'ai dit, Teach a été développé pour certains pays de revenus précis, dans des contextes différents. Qu'est-ce que ça signifie? Les pays à revenus intermédiaires, cela veut dire quoi? 3 motifs pour lesquels je vous l'ai dit. Tout d'abord, pour développer la teneur, nous avons passé en revue les éléments probants, des pratiques efficaces au primaire. C'est ce que vous voyez ici. C'est un document qui se trouve sur Internet et qui est gratuit. Mais nous avons mis à l'essai, soit directement ou par médias, cet outil plusieurs fois dans 11 pays à revenus intermédiaires ou faibles. Chine, Uruguay, Mozambique, Géorgie, des pays tout à fait différents. Et enfin, nous avons un conseil consultatif qui les a suivis. Il y a eu d'autres outils qui ont été développés pour d'autres pays à revenus intermédiaires et faibles. C'est un outil qui est facile à utiliser. Vous pouvez l'essayer, ça ne suffit pas que je vous le dise. Vous le verrez de vous-même. Pourquoi? C'est très simple. 10 éléments, chaque élément est d'une page. Tous les exemples que nous avons précisés sont pour les pays à faible revenu, à revenu moyen. Lorsque ça a été mis à l'essai par des observateurs en Uruguay, au Mozambique, au Pakistan, aux Philippines, nous nous sommes assurés que nous avons réglé tous les malentendus et nous avons réglé cet outil pour qu'il soit facile à comprendre. Et nous avons posé des questions fréquentes pour harmoniser l'interprétation du manuel en disant qu'est-ce que ça veut dire uniforme. Nous voulons nous assurer que quand vous vous servez du manuel, vous comprenez tous la même chose. Adaptabilité, nous prenons des vidéos de classe locales pour les formateurs locaux, ce qui permet d'ancrer les comportements du manuel dans les caractéristiques que l'on relève dans les pays donnés. Par exemple, nous avons déclaré que l'enseignant devrait traiter tous les élèves de façon respectueuse. Qu'est-ce que ça veut dire dans différents pays? Le respect, c'est ce qui nous permet de faire ces vidéos locales. Et nous avons une démarche modulaire, ce qui veut dire qu'on peut ajouter des éléments à la demande des autorités publiques selon le cursus, selon les normes d'enseignement standard. Et vous voyez, donc c'est en espagnol. C'est juste pour vous montrer ici, dans le cas de l'Uruguay, nous avons travaillé les autorités publiques et nous avons créé 2 autres éléments qu'on nous avait demandés.
À partir de maintenant, vous vous dites d'accord, Teach est un outil formidable. Mais quels sont les éléments probants qui nous le prouvent? L'élément le plus important qui nous intéresse, c'est la fiabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux observateurs différents qui regardent la même classe donnent des cotes analogues. Est-ce que nous avons des preuves? Oui. Nous avons deux types. Alors tout d'abord, pour l'examen de certification, à la fin de la formation, il y a un examen que l'on propose avec des vidéos et nous essayons de voir si les cotes sont les mêmes. À la suite de 4 jours de formation, 90% des participants que vous voyez ici ont réussi cet examen. Et ce sont ceux qui n'ont jamais utilisé des outils de la sorte de par le passé. Ensuite, la viabilité sur le terrain. Pour le Pakistan, nous nous sommes rendus dans 850 écoles qui ont été enregistrées et double codées, c'est-à-dire 2 observateurs par classe. 17% du temps, les cotes étaient les mêmes à 1% de différence et 87% du temps, les cotes étaient les mêmes à moins d'un demi-point de différence. Donc, comme vous voyez, jusqu'à présent, les données sont fiables. Ces informations recueillies par Teach sont utiles. L'outil est viable, mais si les informations ne donnent pas cette confirmation, la question que nous nous posons, c'est à partir des données du Pakistan, comment est-ce que l'on peut prévoir les notes les plus élevées avec un écart type mesuré par Teach, ce qui donne 0,1% supplémentaire d'écart dans les notes pour les élèves. Et cet écart type, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous donner une idée, dans les différentes études de valeur ajoutée, l'on a vu que 0,1, 0,2 d'écart type, c'est de la moitié de la valeur ajoutée de l'enseignant, ce qui est énorme. Et ceci, bien sûr, avec contrôle quant aux connaissances, caractéristiques, élèves, enseignants, etc., etc., et autres variables. Mais vous aurez des questions. C'est pour ça que nous avons un autre document qui valide les résultats de cet outil, qui est en ligne d'ailleurs. Vous pouvez le lire dans ce document. L'on a vu les différents éléments de Teach et comment chacun d'entre eux opère. C'est ce que nous avons fait comme travail à Harvard avec Danu Ho. Et ça, c'est le plus sympa dans mon exposé. C'est les ressources qui l'accompagnent. Quelles sont les ressources dont on dispose pour vous lancer dans Teach, pour simplifier l'existence, pour former, pour faire de la collecte de données, pour faire l'analyse par la suite? Nous y avons réfléchi, donc vous avez le terme de référence et également les statistiques, mais je n'ai pas le temps de vous donner le menu détail, puisque maintenant j'ai dépassé le temps de parole. Je vais vous donner les 3 éléments principaux qui sont intéressants et vous pourrez les étudier après cet exposé et toutes les différentes ressources que nous avons sur Internet. Tout d'abord, un manuel et un script d'enseignement. Ça, c'est un document de 200 pages qui vous dit dès le départ, voilà qui je suis, comment vous allez briser la glace, les plaisanteries à proposer, comment enseigner, Teach. Et puis ensuite, le deuxième élément, c'est la collecte de données. Vous pouvez le voir sur ordinateur dans toutes les langues dont je vous ai parlé, avec des programmes intégrés pour ne pas procéder à des erreurs. Et le plus sympa, c'est que nous avons un programme pour vous donner toutes les analyses descriptives, tous les tableaux dont vous avez besoin pour analyser les données et pour reproduire tout le travail de validation et psychométrique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout s'y trouve, ainsi que le document précédent dans la méthodologie d'enseignement. C'est ce que vous voyez à l'écran avec un tableau des différents éléments, des comportements, etc.
Tout ceci est vraiment très, très utile. Et enfin, si vous avez une question, je suis sûr que vous en avez. La première sera, où est-ce que je peux obtenir la chose? Vous allez à notre page sur le web, worldbank.org, éducation Teach, et vous y trouverez le tout. Merci. Thank you, Ezekiel. Merci, Ézéchiel. Je vais donner le micro à Justin Sanders, qui travaille pour le Centre de développement mondial et qui va modérer le panel. Le panel sera suivi par des questions-réponses de la part du public présent. Bonjour. Donc, nous avons un panel très distingué ici. Nous avons beaucoup de matière à réflexion aussi, c'est-à-dire nous avons, pour faire une analyse de la situation, puis discuter de cette méthode Teach et bien sûr profiter de la présence de ceux qui connaissent ce travail. Thomas Kane, professeur d'éducation économique à Harvard. À ma droite, Céline Exram, Paul Ginhen, qui travaille à l'institution Harvard. À côté de lui, Mariana Vegas, chef de la division éducation de la Banque interaméricaine de développement, travaillait avant à la Banque mondiale. À ce côté, Anna Sabrawal, qui est économiste senior aussi ici à la Banque mondiale. Je vais rentrer en matière immédiatement en appelant Rick. Rick, vous avez fait beaucoup de travail sur les résultats et les bienfaits qu'on peut obtenir par le biais de l'amélioration de l'enseignement. Vous avez fait un travail sur la valeur des bons professeurs bien compétents et comment attirer les gens pour la profession d'enseignant. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? D'emblée, j'aimerais féliciter les exposants et aussi ceux qui ont mis au point tout ce matériel. C'est très rare que je puisse examiner un document et constater quels sont les résultats de la recherche très clairement. Ces documents qui ont été présentés sont de qualité exceptionnelle parce qu'ils font une très bonne analyse de ce que nous connaissons pour le moment et proposent clairement des manières de réfléchir sur toutes ces questions. Donc, je fais des compliments à tous ceux qui ont travaillé sur ce système. Je pense depuis longtemps sur le retour, le résultat de ces initiatives dans tous les pays. Mais à l'exception de personnes présentes dans cette salle, c'est très souvent le cas où l'on sous-estime l'importance d'améliorer l'apprentissage en salle de classe. Et lorsque nous analysons les implications, que ce soit pour la profession de ceux qui font moi et le taux de croissance de la société, il suffit tout simplement de parler de l'enseignement, de la formation pour améliorer la situation des personnes. Donc, il y a des résultats qui sont tellement flagrants que les gens ont du mal à les croire. Mais toutes ces initiatives sont extrêmement importantes. Et depuis que Jaime m'a présenté le document Teach, j'ai été assez frappé par ce mouvement où l'on essaye de transformer toute cette recherche en pratique réelle. Il y a à peu près 30 ans, quand je suis venu pour la première fois à la Banque mondiale, alors que personne d'autre dans cette salle existait encore, et j'étais impressionné par la certitude qu'avaient les fonctionnaires de la banque sur ce qu'il fallait que les pays fassent. Et souvent, il manquait des éléments probants, mais il y avait aussi des éléments qui montrent très bien
ce qu'il faut faire peut-être pour l'enseignement. Ce qui s'est passé pour l'évolution de ce travail, c'est qu'il fallait se baser toujours sur des faits probants. Donc, lorsqu'on parle de politique basée sur des faits probants, aujourd'hui, cela est réel, prend l'importance. Avant, c'était un slogan vide. Mais dans le travail, pour traduire toutes ces idées en fait, en pratique réelle en salle de classe est le plus important. Toute la recherche qu'elle fait sur l'efficacité des enseignants et qui a été très bien présentée par Tara et David, je crois que l'élément crucial de l'apprentissage, c'est bien sûr la qualité des enseignants. Et nous savons que la qualité des enseignants varie de salle de classe en salle de classe de manière énorme. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est essayer de voir où se trouvent les différences, de voir un peu comment on peut réduire cette variabilité de qualité. Dorénavant, je crois que quand on fait des commentaires, il faut faire des critiques ici en général, mais j'ai des difficultés à être critique par rapport à cet effort parce qu'à mon avis, c'est l'effort plus grand, plus extraordinaire que j'ai vu ici au sein de la Banque mondiale depuis 30 ans. Et ça pour simplifier. With comments like that. Avec des commentaires comme ça, on va vous inviter à prendre la parole plus souvent. On va voir si on trouve d'autres genres de commentaires ici aussi. Nous a donné plusieurs exemples sur les formes que l'on mène à bien en Amérique latine pour l'enseignement maintenant. Et les collègues de la Banque interaméricaine, par exemple, parlent souvent de la nécessité d'améliorer le statut d'enseignant dans ces pays. C'est quelque chose à laquelle vous vous consacrez. Est-ce que vous avez trouvé la solution à ce problème? Est-ce que les pays corrigent et rectifient ces problèmes? Dites-nous ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien et pourquoi. Merci. Moi, je me rallie à ce qu'a dit Nick sur le travail et les exposés qui ont été faits ici. C'est difficile de critiquer quelque chose qui a été fait aussi bien. Tout cela pour améliorer la qualité de l'enseignement. Et j'espère que nos collègues de la Banque interaméricaine qui ont participé à cette formation peuvent mettre en œuvre tout cela en Amérique latine. Bon, c'est un grand défi que d'améliorer le statut de la profession d'enseignant pour attirer, motiver les bons enseignants. La tienne et ma collègue, Greg Alacqua et d'autres ont publié un ouvrage sur cette matière, décrivant par exemple certaines réformes, y compris celle qui a été menée au Pérou. Je crois que la difficulté, c'est non seulement d'introduire des réformes, mais de les pérenniser. Bon, il y a eu des réformes qui ont été effectuées au Mexique. Maintenant, avec un changement de gouvernement, il y a le risque de perdre tout cet effort. Parce qu'il y a un institut d'évaluation au Mexique qui a été fermé par le gouvernement. Donc, tout cet effort d'installer un système de méritocratie pour la profession d'enseignant peut se perdre. Donc, les standards n'étaient pas peut-être les meilleurs, mais ça avançait dans la bonne direction. Et tout cela est menacé maintenant. Donc, former ces coalitions pour réunir non seulement les décideurs bien éclairés, mais l'ensemble de la société pour avoir suffisamment d'appui de la part des parties prenantes pour introduire de telles réformes est très important. En Amérique latine, bon, fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, et c'est comme ça qu'on évolue. Bon, en Argentine, aujourd'hui, par exemple, lorsque nous présentions le livre, et on discutait sur la situation dans 5 pays qui, oui, ont établi un système de sélection basé sur le mérite et que la progression professionnelle était basée aussi sur le mérite. Et cette idée a choqué certains représentants de la profession dans l'Institut des enseignants, par exemple. Donc, ces outils, bien sûr, offrent de l'appui aux enseignants parce que ces outils se concentrent sur ce qui se passe en salle de classe.
Et je pense que cela va causer une grande transformation. Parce que lorsqu'on analyse ce que font les professeurs, ce qu'on voit si les enseignants reçoivent suffisamment d'appui ou pas, et qu'on peut canaliser toute cette énergie pour évaluer la situation et changer ce qui ne marche pas, c'est très bien. Bon. Bon, l'oratrice suivante a fait beaucoup de choses. Elle connaît bien l'Ouganda. Moi, je suis là en tant qu'observateur extérieur et je comprends très bien ce qu'a dit Liana pour l'Amérique latine, ce qu'il faut améliorer comme statut de l'enseignant en Amérique latine, mais que se passe-t-il en Afrique, par exemple? Parce qu'il faut aussi, bien sûr, responsabiliser les enseignants, les rendre redevables. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose à ce sujet pour ce qui se passe en Afrique? Ou alors, est-ce que en Ouganda, tous les enseignants pensent qu'ils sont mieux que la moyenne? Une question de perception que vous avez bien analysée, que je trouve c'est très intéressant. Merci. Ce qui est très intéressant à propos de toute discussion sur les politiques de l'enseignement, c'est que très souvent, ça devient une véritable guerre. Parce que un côté qui dit, bon, les enseignants sont nos héros, ils travaillent dans des classes avec trop d'étudiants, sans ressources, sans appui, et ils leur enseignent des choses. Mais après, de l'autre côté, l'économiste qui dit, bon, ces enseignants consomment 80% du budget de l'éducation et ils ne sont pas salle de classe 44% de leur temps. Donc, et c'est là où la chose se corse pour quelqu'un de tout à fait innocent comme moi. Bon, trouver une solution qui fonctionne pour cette question d'enseignement ne sera possible que si nous pouvons vraiment envisager ces deux idées contradictoires apparemment en même temps, parce que toutes les deux idées se basent sur des faits réels, la vérité. Donc, ce paradoxe se manifeste lorsque nous avons présenté 1800 professeurs sur 8 pays et 80% de ces étudiants trouveraient qu'ils pourraient être redevables pour l'apprentissage des étudiants. Pour les questions de promotion, par exemple, 63% des enseignants disent oui, non, ils appuyaient l'idée de lier la promotion à l'apprentissage des étudiants. Donc, après cette enquête, la moitié des enseignants ont dit qu'il n'y avait rien ou il y avait très peu qu'ils pouvaient faire pour aider l'élève à apprendre s'il n'avait pas les concepts de base essentiels. Un grand nombre disait, bon, je ne peux pas aider les étudiants s'ils n'ont pas le matériel nécessaire ou si les parents ne s'impliquent pas dans la formation, dans l'éducation. Donc, ces paradoxes existent dans la même salle de classe et même dans la tête du même enseignant. Donc, à mon avis, ce travail est très prometteur, très important, parce que ce travail va nous permettre justement de pouvoir fonctionner à l'intérieur de ce paradoxe. Alors, toute solution à long terme doit, bien sûr, faire que le système donne la priorité importance sur la maîtrise des compétences de tous les enseignants. Bon, le paradoxe existe, à mon avis, parce que les élèves ont fait pression sur les élèves pour compléter le cursus au bout d'un certain temps et n'ont pas le choix. Parce qu'on confond apprentissage avec le parachèvement du cursus. Et, bon, et donc, on se concentre sur 10% de la classe qui peut accompagner, parce que si on se concentre sur les 90% des élèves qui ne suivent pas le cursus ou l'enseignement, on n'y arrivera pas. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut trouver la bonne solution. La bonne solution
se trouve peut-être à l'extérieur de l'enseignement, c'est-à-dire faire que le système en général donne la bonne priorité à la maîtrise des compétences qu'il faut pour enseigner. Tom, au fur et à mesure que la Banque mondiale se penche sur cette question de la bonne formation, la bonne éducation, vous avez fait des recherches de cette matière et vous avez aussi essayé de transformer toute cette recherche en politique ici aux États-Unis, politique et l'éducation ici, dans cette salle. On s'intéresse à tout ça, donc dites-nous quels sont les enseignements que vous avez tirés de votre expérience ici aux États-Unis en matière d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Bon, bien sûr, je veux vous parler de ce que j'ai appris moi-même, mais j'espère que d'autres collègues qui ont participé aux efforts de réforme pour une meilleure efficacité de l'enseignement ont aussi tiré des leçons. J'ai beaucoup aimé la description des 5 principes essentiels qui ont été présentés ici. C'est une vision essentielle pour transformer l'efficacité, la qualité de l'enseignement. Mais on peut se poser la question de savoir, mais par où commence-t-on? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Moi, je mettrais l'accent sur 3 domaines. Le premier consiste à faire en sorte que dans le domaine de l'évaluation, il faut se concentrer sur la période d'essai des enseignants pour améliorer la manière dont on donne un retour d'information et un coaching aux enseignants en phase d'essai. Bon, nous avons pris contact avec plusieurs méthodes ici pour évaluer les enseignants. Mais étant donné la situation politique et les pressions, quelquefois, cette tâche est très ardue. Si l'on commence par une période d'essai, de preuve pour les enseignants, par exemple, et en fonction des données démographiques, peut-être qu'au bout de 5 ou 10 ans, on va pouvoir toucher la majorité des enseignants avec ces réformes. Deuxième domaine est le suivant. Et cela, je dois dire, fait partie de cette renaissance d'intérêt pour les enseignants et qui n'a pas été encore dit ici, mais c'est quelque chose que je considère très important, c'est-à-dire des examens annuels pour pouvoir mesurer l'efficacité de l'enseignant. Et une telle approche, bien sûr, n'est pas simplement valable pour les questions de redevabilité des enseignants, parce qu'il faut suivre l'enseignant toute l'année, voir le progrès qu'il a fait ou elle a fait lorsqu'ils sont en période d'épreuve. Mais un examen annuel va vous permettre, par exemple, pour une certaine période de scolarisation, par exemple, de première année, la 3e année, 6e année, cet examen annuel revêt une importance critique pour plusieurs raisons. Si vous voulez améliorer, par exemple, la qualité du programme de formation des enseignants, par exemple, quoique je vous conseille de faire ça à petite échelle, comme un pilote, avoir des données annuelles sera très utile pour mesurer l'efficacité, la qualité des enseignants qui ont conclu ce programme. Si vous n'avez pas ces données, vous risquez de commettre des erreurs importantes. Bien sûr, des tests, des examens annuels, c'est pas quelque chose de très attirant, mais bon,
Je crois que cela est essentiel pour assurer un certain progrès, ne serait-ce que pour certaines classes, cela peut produire des résultats à terme. Un troisième domaine que j'aimerais évoquer ici, David et Tara ont parlé de l'importance de rehausser le statut de la profession, bien sûr, et meilleurs salaires, ça fait partie de cette initiative. Mais vous savez que ça coûte de l'argent d'augmenter le salaire des enseignants. Et en période de transition, bien sûr, vous allez peut-être vous trouver dans la situation où nombreux enseignants ont été recrutés lorsque la profession n'avait pas un statut tellement attirant. Mais si vous augmentez leur salaire, vous allez les inciter à rester dans la profession. Alors, il y a plein de preuves qui montrent qu'en général, les enseignants font des progrès dans leur qualité de l'enseignement au cours des premières années, puis ils arrivent à un plateau. Donc, il serait important à investir immédiatement après la période de preuve, au décès, pendant 5 ou 6 ans, pour vraiment faire en sorte que l'échelle de salaire arrive à un certain plateau. Parce que l'augmentation salariale se produirait en première année d'instruction. Est-ce que ça veut dire que nous allons avoir des problèmes de rétention des enseignants par la suite? Eh bien, n'oubliez pas, si vous améliorez l'enseignement dans les premières années et ensuite il y a plateau, ce sera beaucoup plus facile pour le secteur de l'éducation d'être concurrentiel pour les élèves les meilleurs pendant ces 6 à 8 années de début de carrière, plutôt que d'essayer d'être en concurrence pour la rétention de ces enseignants pour toute leur carrière. Parce que dans d'autres secteurs, si vous passez d'emploi en emploi, en général, on améliore la productivité au fil des années, alors que dans l'enseignement, je viens de le dire, ce n'est pas du tout ce que l'on voit. Plutôt que d'essayer d'aller à l'encontre de ce que l'on connaît, il faut exploiter le fait que l'enseignement pourrait devenir plus concurrentiel pour ceux qui ont les meilleurs résultats dès le départ de leur carrière. Parfait. Nous allons revenir aux questions à la tribune. C'est une question que je pose à tout le monde. Ce que vous avez souligné, Tom, c'est qu'il est nécessaire d'avoir des données prérequis pour le travail d'amélioration des résultats de l'enseignement. Alors, quelles sont les améliorations dans ce type de données, les essais et les tests dans le contexte latino-américain des années au fur et à mesure, dans le bon nombre de pays où vous allez travailler, l'on est très loin de cette possibilité. Des tests de toutes les années, même d'année en année, pour un petit échantillon. Qu'est-ce que ça nous donne pour l'amélioration systématique de la qualité des enseignants? Je vais commencer et d'autres me suivront. En Amérique latine, Thomas l'a dit, aux États-Unis, le travail a commencé après que nous ayons de meilleures données. Nous avons eu des données annuelles pour l'enseignement, l'efficacité pour les élèves. Et dans notre région, le pays qui a de très bonnes données depuis de nombreuses années, c'est le Chili. La recherche sur le système de l'éducation au Chili, c'est l'un des ensembles d'analyse de l'éducation les meilleurs. D'autres pays ont emboîté le pas et il me semble que ce soit une question politique. Et puisque c'est une question politique, tout particulièrement pour l'imputabilité. Deux grandes questions. La première,
Nombre de pays qui ont des systèmes d'évaluation ne voient pas leur utilisation pour améliorer les enseignants, mais plutôt pour mesurer la température, prendre la température du système, pour l'Uruguay par exemple, pour prendre des décisions politiques à partir de là. Et c'est en général des évaluations par échantillon. On ne peut pas intervenir après ces données au niveau de l'enseignant, au niveau de l'élève. D'autres pays, tels que la Colombie, ont investi véritablement dans des tests pour tout le système, dans certaines classes, et pour des changements, il y a changement d'administration, les tests sont suspendus, l'on ne voit plus les tendances, et l'on prévoit de revenir sur les échantillons plutôt que de faire des analyses pour tous les systèmes. Ce n'est pas ce qu'on conseille, mais les pays prennent ces décisions seuls. C'est une difficulté. J'aimerais que mes collègues me disent, c'est vrai que c'est onéreux de procéder à des évaluations de haute qualité. Dans la plupart des pays où nous trouvons, ce sont des pays à revenus intermédiaires ou moyens, ou plutôt faibles. Quel est le coût? Est-ce qu'on pourrait parler donc des questions financières? Alors, pour les essais standards, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Je vous encourage à voir le rapport sur le développement dans le monde pour 2018. Une discussion s'y trouve sur la nécessité de davantage de tests dans le monde et pas moins. C'est quelque chose que on devrait y revenir. Comme on vient de le dire, il y a cet conflit politique, dirais-je, par rapport à ces sondages. Il y a bien sûr différentes possibilités et utilisations de ces données. Très souvent, tout ceci est en bloc. Si vous regardez les pays plus développés et les pays développés dans leur ensemble, les tests standards pour comparer les écoles est l'un des éléments que l'on connaît qui mène à de meilleures notes de pair à pair et également de meilleurs résultats pour la lecture et pour les maths. D'apporter cette possibilité est important. C'est important. Bon nombre des pays à revenus faibles ou intermédiaires ne savent absolument pas combien ils sont éloignés de la moyenne OCDE. Si vous allez dans le pays pour demander comment les écoles se débrouillent, comment les élèves se débrouillent, on nous répond très bien, on se débrouille très bien, on a de très bons résultats. Alors que l'écart type est une fois et demie par rapport à la moyenne OCDE. Est-ce que c'est la bonne norme? Eh bien oui, parce que nous sommes mondialisés dans la production, que ce sont là les concurrents. Et ce n'est pas que le Kenya est en concurrence avec la Tanzanie. Non, c'est le Kenya en concurrence avec le restant du monde. L'utilisation de ces tests annuels, eh bien, je suis pour à nombre d'égards. Et comment on le présente, c'est ça la question. J'ai des réactions mi-figue, mi-raisin en raison du recul politique face aux essais annuels qui vous permettraient d'évaluer les particuliers, et cela est une question politique. Et quelque part, les tests à grande échelle sont essentiels, que l'on commence par des essais, par des tests annuels. C'est une question politique qui dépend de chaque pays. Je crois qu'il est essentiel à des fins de recherche dont a parlé Tom. Si vous voulez véritablement comprendre comment les programmes et les différentes politiques se déroulent, il est essentiel de tenir des tests annuels, mais on peut commencer par des échantillons aux fins d'évaluation des politiques et ensuite essayer d'intégrer. Mais c'est un peu en dehors de mon sujet parce que l'on commence à parler de la politique des pays en développement. Et ça, ce n'est pas mon sujet. À vous la parole.
C'est un élément très important sur la recherche sur les enseignants, il y a, disons, 40 ans. Ensuite, période, seules quelques personnes se sont penchées sur la question des enseignants et toute la question des enseignants est revenue sur le radar, ici même, en 2002. Alors, que s'est-il passé en 2002, vous dites-vous? C'est l'année où la loi « Aucun enfant en lanterne rouge » a été adoptée. Tout d'un coup, tout a été possible au départ pour la recherche. Donc, je suis tout à fait d'accord. À titre d'économiste, je sais que ce serait un suicide politique que de commencer à dire la raison pour laquelle nous avons ces tests annuels, c'est de faire en sorte que chaque enseignant sera responsabilisé. Non, ça, c'est pas comme ça qu'on va commencer. Non pas comme logique politique, mais ça ne serait pas non plus la pratique. Il suffit que je dise que pour jeter les fondements d'une évaluation des programmes de formation des enseignants, des cursus, ne serait-ce que pour mesurer le degré de variabilité d'enseignants par rapport aux résultats des élèves, des tests annuels sont indispensables. Et puis, plus tard, il y aurait une utilisation aux fins de responsabilisation, par exemple, pour la période d'essai des enseignants. Mais il me serait difficile de penser à établir un élan pour des stratégies de réforme de l'efficacité des enseignants venant de preuves qui nous viennent simplement du monde en développement, des pays développés ou de rapports de la Banque mondiale. Pour jeter les fondements d'une obligation politique dans quelques pays que ce soit sur les réformes de qualité des enseignants, cela va demander des éléments locaux, probants, sur lesquels l'on pourra présenter cet argumentaire. Et sans les tests annuels, ce serait impossible. Le micro est-il allumé? Dans quelques instants, nous allons vous passer la parole pour poser des questions, mais on vient de m'en passer quelques-unes qui viennent en ligne, donc de toute façon, j'allais vous les poser. Alors, je me suis levé ce matin, j'ai regardé Twitter et le secrétaire général de l'éducation internationale d'une organisation pour les syndicats d'enseignants dans le monde. Et on y parle de Teach, de la manifestation ici même. Et l'économiste accepte d'une évaluation réalisée par tout citoyen qui ne serait pas économiste. Teach est conçu pour être adopté par des observateurs qui n'ont pas été formés à évaluer des enseignants, mais c'est un outil qui n'est pas une évaluation des résultats. Je vois que vous hochez du chef. Comment est-ce que ceci nous aide à circonstancier les évaluations? Comment s'en servir? Nous n'avons pas l'infrastructure, nous n'avons pas de recensement pour faire les évaluations des enseignants. Comment allons-nous nous servir des informations que nous allons tirer de cet outil et demander aux enquêteurs non formés de faire l'évaluation des enseignants? Oui, je devrais hocher moins du chef peut-être, mais l'idée est la suivante. La difficulté essentielle, et c'est ce qu'on vient de dire, nous ne savons pas forcément ce qui fait un bon enseignant. Nous ne savons rien dans les pays à faible revenu, mais ce que nous savons, c'est à quoi ressemble un mauvais enseignant, qui est absent, qui n'est pas efficace. Des exemples qu'on vous a donné tout à l'heure. Dès le départ, nous savons qu'il y a des pratiques optimales d'enseignement. Parallèlement, nous savons que l'enseignement,
que les efforts peuvent être influencés au niveau des enseignants sont quasiment impossibles, car c'est tout à fait à discrétion. C'est réellement par opération. Un enseignant prend des décisions par milliers pendant un cours. Quelle est l'intervention, poser une question ou pas, s'arrêter, attendre, répéter. Que le fait de surveiller, le fait de suivre et d'influer sur l'enseignant systématiquement est quasiment impossible. C'est là notre problème. Nous savons ce que les enseignants ne devraient pas faire. Nous ne savons pas exactement ce qui compose un bon enseignant efficace, c'est-à-dire en faire une formule pour leur faire avaler. Mais il faut régler le problème, et ce d'urgence. Ce que les enseignants essayent de faire, c'est de trouver en fait à la marge où nous savons que ce n'est pas une pratique, disons, optimale, et que la façon la plus efficace dont on peut influer par teach. Je suis économiste, je peux trouver un problème pour toute solution. La plus grande difficulté sera de le mettre au niveau social des enseignants. Certains de ces éléments sont tout à fait mérités parce qu'on le sait tous, les enseignants ne sont pas toujours motivés et que de plus, si l'on voit des élèves en disant c'est qui tout ça? Eh bien, c'est voué à l'échec. Il nous faut s'appliquer à la question qu'on s'est posée. Il nous faut faire en sorte que ces éléments, dès le départ, ont une signification pour ceux qui sont les plus importants dans ce sens, c'est-à-dire les enseignants. Alors, leur donner une signification, c'est très possible, étant donné la structure d'enseignement. Voici les éléments qui feraient en sorte que vous seriez plus efficace, qui feraient que votre travail serait plus facile, qui viendraient aider vos élèves. Et avoir une communication, une stratégie précise à l'écoute de ces enseignants au fur et à mesure, faire de la recherche également, savoir est-ce qu'il y a des éléments psychologiques, des ajouts de communication que l'on pourrait apporter, ce qui ferait que les enseignants en tireraient parti complètement. Donc, ils sont là pour enseigner, mais pour les élèves, cela dépend de savoir si cela est véritablement insignifiant, insignifié, et c'est là où il faudrait nous consacrer la plupart de notre temps. Alors, nous allons peut-être faire recueillir des questions. Si vous avez une question pour quelqu'un de précis à la tribune, dites-le nous. Donc, quelques questions en premier. Et je vais avoir mes chouchous au fond de la salle et devant madame. Monsieur, oui, absolument. Allez-y. Le micro, je vous prie. I failed in logistics. La logistique, 0. Si vous voulez bien venir au micro au fond de la salle ou emprunter un micro à la table. Barbara Brunson, ancienne de la banque. Je voulais me joindre aux autres pour féliciter l'équipe de ce travail sur l'instrument, sur le document lui-même. C'est absolument une question de transformation. Ma question est la suivante. La progression des carrières, sélection à la méritocratie et capacité de période d'entrée en fonction et ensuite un développement sur preuve, c'est-à-dire qu'on est en mesure de voir si le développement professionnel a changé la pratique des enseignants et influe sur les résultats escomptés pour les élèves. Tout ceci comporte une évaluation. On a parlé de la politique tout à l'heure, de l'évaluation des enseignants, tout particulièrement dans un environnement où il n'y a pas de bonnes données sur les résultats de l'enseignement ou de l'apprentissage. Ce qu'a entendu tout à l'heure d'Ezekiel, c'est un instrument dont on se sert pour faire des diagnostics du système et avoir des appréciations utiles sur tout le système. Mais cet instrument ne peut être utilisé pour aider ces processus d'évaluation des enseignants,
Que devrait-il être? Et y a-t-il danger que ce soit associé dans ce sens? Parfait. Je vous passe la parole. Yes, good morning. My name Je suis Alejandro Lara et je fais un doctorat en éducation au niveau mondial. J'ai trouvé que cette rencontre a été très intéressante et j'ai écrit 4 ou 5 pages ici dont je vais me servir pour ma thèse. Donc, je comprends que le but de notre manifestation d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte l'on va considérer les étudiants comme un segment de ce processus, les enseignants notre segment. Mais est-ce qu'on peut prévoir que dans l'avenir, la profession d'enseignant va trouver d'autres niveaux? Est-ce que la formation permanente, est-ce que cela peut être assuré? Est-ce que cette plateforme peut aussi servir lorsque les enseignants arrivent, par exemple, plus loin dans leur carrière? Une autre question? Merci. Je suis Diego Angel, je suis économiste en Amérique latine, je travaille au Chili, en Équateur. J'ai des questions pour David et Tara. En Amérique latine, souvent 40% des écoles ou 15% de la population étudiantine se trouvent dans une telle situation que ces politiques que vous avez décrites ici, qui sont très bonnes, n'arrivent pas au niveau de ces étudiants parce qu'ils n'ont pas les moyens. On ferait pour appliquer tout cela. En Équateur, par exemple, certaines de ces écoles ne font pas une évaluation des enseignants. Donc, dans des cas comme ça, pour cette partie de la population où de telles politiques n'arrivent jamais, comment est-ce que vous pouvez assurer la bonne qualité des enseignants? Bon, nous allons donner la parole aux personnes de la tribune pour répondre. Je me demande s'il y a quelqu'un ici au niveau de la tribune qui veut répondre à la première question. Bon. Ce dont on parle ici n'est pas nécessairement une méthode d'évaluation, mais dans ce cas-là, comment va-t-on pouvoir assurer une évaluation? Supposons qu'il y a un système où il n'y a pas la modélisation de la valeur ajoutée, donc nous ne disposons pas d'un outil pour ce faire. Est-ce qu'on renonce à l'évaluation ou comment peut-on mener à bien ces évaluations? Bon. Je crois que ce qu'a dit Tom tout à l'heure, je crois que ceci est un outil d'évaluation pour la période d'essai de l'enseignant. On peut utiliser tout cela pendant la période d'essai des enseignants, mais ce qui est plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on fait après cette période. Mais cette méthode peut servir de base pour mieux coacher les nouveaux enseignants, leur dire comment procéder. Mais si l'enseignant ne change pas au bout de 2-3 ans, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'il y a encore des méthodes qu'on peut utiliser? Ici aux États-Unis, au début de ces réformes pour l'évaluation des enseignants, cette idée a été appuyée par les mouvements syndicaux ici aux États-Unis. Je me souviens que il y avait même des manifestations en faveur de ces réformes. Mais puis après, la politique a changé. Mais ce qui peut expliquer comment on peut faire en sorte que les syndicats appuient cette idée, ne serait-ce que pour la période d'essai des enseignants, c'est que cela sert à renforcer la légitimité de ceux qui cherchent, c'est-à-dire l'emploi à long terme.
Bon, si on va assurer la protection à long terme de l'emploi, il faut nous assurer que, bon, il y a un obstacle à franchir avant la titularisation de la profession. Donc, cela consisterait à renforcer quelque chose qui est important pour les syndicats. Donc, l'objectif de ce outil d'observation en classe, comme décrit par Ézéchiel, enfin, le teach qui me paraît fascinant, ça offre un vocabulaire commun pour tous les enseignants. Parce qu'on peut supposer que les enseignants échangent des idées, ils parlent sur les méthodes d'enseignement, mais ce n'est pas vrai. Les enseignants, en général, travaillent isolés, dans l'isolement, individuellement, tout seuls. Et donc, cette méthode Teach, ça peut offrir un langage qui peut aider à faire en sorte que les enseignants ou tous ceux qui s'intéressent à cette profession aient des points de repère pour voir où se trouve leur performance et leur profession. Donc, cet outil peut servir à encourager le dialogue entre enseignants au niveau des écoles. Il faut leur donner d'abord une raison pour échanger des idées, bien sûr. Peut-être qu'il y a d'autres manières de rendre possible que les enseignants s'observent mutuels réciproquement. Mais même si l'on encourage les enseignants à échanger des idées entre eux et de bien sûr mesurer leur performance à l'aune d'un standard plus élevé, ça serait déjà un grand problème. J'aimerais dire que au-delà du travail qui peut être fait pendant la période d'essai avec les enseignants, cette méthode, elle peut permettre aussi de travailler ensemble avec les institutions de formation des enseignants. Parce que souvent, ces institutions ne disposent pas de tous les outils dont ils ont besoin. Donc, il est important de créer ce langage commun, ce vocabulaire commun à tous déjà dès le départ. Ça serait très bien. Donc, j'aimerais demander à Tara et Dave, pour ce qui concerne d'autres questions qui ont été posées. Kanashek et Tom Kane ont dit que oui, il y a un outil d'évaluation. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à propos de ces questions? Alejandro, vous avez raison. La Banque mondiale fait un bon travail pour ce qui concerne la formation permanente. Les enseignants, Victoria, Madeleine, elle pourrait vous donner plus de renseignements sur cette question. Sur ce qu'a évoqué Diego, je crois qu'il y a les salles de classe où il n'y a pas vraiment une bonne formation des enseignants. Et la seule manière d'aider ces enseignants, c'est d'ériger certains principes, les mettre en place. Donc, le ministère de l'Éducation devrait envoyer des coachs à aider, donner en retour de formation, feedback aux enseignants, donner aux enseignants simplement des diagnostics ne va pas nécessairement les motiver, mais ça leur donne quand même la possibilité d'avoir des idées à comment améliorer leur pratique pédagogique. Pour ce qui concerne l'évaluation, je crois que la façon dont nous saisissons ces problèmes, c'est que dans ces pays, les enseignants n'ont pas suffisamment de soutien, donc ça serait difficile de les évaluer avec un instrument, un outil qui connaît bien les idées, le bon enseignement. Mais dans certains pays, donc ce que nous faisons, c'est que ce
la méthode est ajustée à leurs propres standards et changer et améliorer la formation permanente des enseignants. Et alors, à ce moment-là, ce serait intéressant et ça aurait un sens de les évaluer. Et on va trouver que, bon, il y en a qui ont une meilleure qualité de l'enseignement que l'autre, mais c'est comme ça que je vois la différence entre formation et évaluation. Mais demain, par exemple, on va utiliser cette méthode pour l'évaluation en Argentine. Comme ça, d'un jour à l'autre, ça ne serait pas très utile. Pour gagner un peu de temps, on m'a déjà dit qu'il faut conclure d'ici quelques minutes. Donc, avant de donner la parole à Annette pour la clôture de la séance, on va remercier et applaudir nos exposants et les membres de la tribune. Jaime, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va donner la parole à Annette pour la clôture. Merci. Ce fut une discussion extraordinaire, passionnante. J'ai beaucoup appris. J'aimerais évoquer 4 choses, 4 points de réflexion qui ont été provoqués par cet échange. D'abord, toute cette discussion sur les enseignants et l'évaluation, leur évaluation. Pour moi, la question qui se pose, c'est savoir si c'est l'enseignant qui doit s'occuper de l'évaluation, c'est l'école qui doit évaluer les enseignants. Parce que imaginez un seul enseignant avec un groupe d'enfants dans une classe. C'est pas très bien ce que je vois dans les écoles. Enfin, je vais de collectivité en collectivité autour du monde et vous voyez que dans un même quartier, il y a une variabilité énorme dans la qualité des écoles du quartier. Donc, l'enseignement est un effort d'équipe. Les enseignants s'entraident entre eux, ils appuient les uns les autres. Et vous savez, et quelquefois, il y a bien sûr l'enseignement en équipe qui se fait. Donc, alors, quelle est l'unité sur laquelle on doit se concentrer? C'est l'individu, l'enseignant individuellement ou l'enseignement comme partie d'une équipe. Ensuite, il y a des années, par exemple, je travaillais toujours chez moi en Nouvelle-Zélande et une étude a été réalisée il y a à peu près 30 ans de cela où un chercheur à équiper les élèves avec des microphones pour voir comment ils réagissaient à leur enseignant. Et donc, ils ont pu enregistrer les conversations que les étudiants avaient entre eux et comment est-ce qu'ils aidaient l'enseignement les uns des autres ou au contraire, ils nuisaient au niveau de l'enseignement. Il y a des résultats intéressants qui ont permis de susciter un nouvel intérêt qui se penchait sur la réponse des élèves, parce que vous avez d'un côté l'enseignant, il y a toute une communauté d'étudiants qui interagissent entre eux, qui est quelquefois invisible. Troisièmement, c'est le rôle des parents. Et là, je me base un peu sur mon expérience individuelle en Nouvelle-Zélande, où j'ai grandi avec l'idée que les enseignants doivent partager les objectifs d'apprentissage avec les parents pour que les parents puissent être impliqués dans le processus et pour rendre les écoles plus efficaces et les enseignants qui deviennent plus efficaces quand ils travaillent en partenariat avec les parents. Et dans la plupart des pays en développement, cela n'existe pas. Les enseignants ne veulent pas la présence des parents dans les écoles. Et donc, quel est le rôle de l'enseignant dans le futur ici? Les écoles, le rôle de l'école à l'avenir, c'est d'apprendre aux élèves les choses que les machines ne peuvent pas leur apprendre. Donc, si vous croyez à ce principe, donc cette concentration sur l'importance qu'ont les enseignants pour apprendre les compétences émotionnelles et socio-émotionnelles sur la base de leur propre expérience et l'idée d'appuyer l'enseignant sur cette partie-là de leur travail, c'est-à-dire la compétence socio-émotionnelle et autres,
cela devient très important. Donc l'outil que nous lançons aujourd'hui va s'intégrer à des initiatives de cette sorte. Merci. Merci Annette. J'aimerais tout d'abord remercier l'équipe responsable de ce travail extraordinaire qui a été abattu au cours de ces dernières années, les féliciter pour l'élaboration de cet outil, pour l'élaboration du document sur cette approche. Donc, ce n'est que on ne donne que les premiers pas en faveur de cette plateforme qui vise, bien sûr, nous permettre de mieux appuyer les pays lorsqu'ils entreprennent une des réformes les plus importantes qu'ils peuvent entreprendre. Un des points critiques qu'il faut garder à l'esprit de façon à nous doter d'un bon système éducatif qui se concentre sur l'apprentissage consiste, comme a dit Annette, à tenir compte des l'apprentis, c'est-à-dire les élèves, et puis nous concentrer sur l'enseignant et puis sur la gestion de tout le système. Mais le point le plus critique de cette chaîne, c'est les enseignants. Car l'éducation va continuer à être un domaine d'interaction humaine. La connaissance en soi est importante, bien sûr, parce que ça peut, bien sûr, renforcer la capacité d'enseigner de l'enseignant. Mais le point essentiel de l'enseignement, c'est que le facteur humain revêt une importance critique. Donc, la Banque mondiale, dans ses efforts d'éducation, se concentre justement sur le facteur humain de l'enseignement. Et cela est très important et les pays doivent mettre en œuvre de telles réformes. Il ne faut pas confondre l'enseignant avec la technologie. Non, la technologie a sert à appuyer le travail des enseignants. Comme a dit Annette, bien sûr, on demande de plus en plus des enseignants, on leur demande des choses de plus en plus difficiles, peut-être moins basées sur la connaissance, mais et plus axées sur la compétence émotionnelle dont il faut doter les enfants. Donc, cela est très difficile, comme il a été démontré ici. Et quelques des caractéristiques qu'on a vues ici, caractéristiques désirables des enseignants, sont des choses que nous voyons déjà sur le terrain. De très nombreux enseignants comprennent ça très bien. Ils savent qu'il ne faut pas poser des questions au premier rang. Non, qu'il faut avoir des interactions avec toute la classe, qu'il faut faire un effort pour changer la manière de réfléchir des enfants et de permettre aux enfants d'apprendre pour toujours. Mais cela, bien sûr, ne se passe pas à toutes les écoles, dans toutes les écoles, dans toutes les classes, avec tous les enseignants. Non, il y a des enseignants qui sont fantastiques, bien sûr, mais nous savons très bien aussi que personne d'entre nous aimerait que ces enfants soient enseignés par des enseignants qui n'ont pas toutes ces ressources, qui n'ont pas toutes ces compétences. Donc, il faut appuyer ces enseignants, il faut leur donner des opportunités, des possibilités de développement professionnel, parce que sinon, on néglige nos enfants. Donc, voilà l'importance énorme du travail que nous faisons ici. Et quelquefois, le défi à relever nous paraît trop grand, énorme, parce que bien sûr, il y a une variabilité très grande d'enseignants-enseignants, mais on ne parle pas d'une centaine de personnes ici. On parle d'un pays de taille moyenne, on parle de 2 millions de personnes. Dans un grand pays, il s'agit de millions de personnes qui sont impliquées dans tout ça. Et il faut que ces millions, ces demi-millions de personnes soient dotées de ces qualités. Et quelquefois, il y a un peu de désespoir parce qu'il nous paraît tellement difficile d'entreprendre ces réformes et de causer tout ce changement. Mais ce n'est pas impossible. Il y a des difficultés politiques, techniques, mais ce n'est pas impossible.
Un exemple typique, Annette l'a dit dès le départ, la Finlande. C'était quoi, il y a 40 ans, on a dit il nous faut fermer les institutions d'enseignement, on en a trop, elles ne sont pas suffisamment bonnes et il est préférable d'avoir 8 universités qui sont excellentes. C'est une décision complexe, mais qui n'est pas impossible. C'est donc notre tâche aujourd'hui de nous assurer que la disposition politique existe, la capacité de mise en œuvre pour changer la structure de carrière des enseignants, pour faire en sorte que les enseignants soient ceux qui sont les bons enseignants, qui sont responsables, qui sont des professionnels de grande valeur. Sur la discussion maintenant de l'évaluation, même les syndicats, vous en avez parlé, Justin, il devrait demander davantage d'évaluation. Alors, c'est la bonne structure de l'évaluation, c'est la discussion. On pourrait dire, non, il est très important que le directeur de l'école ait le rôle le plus important de l'évaluation des enseignants. Il faut que ce soit de pair à pair, l'évaluation puisse améliorer les résultats. Certes, ces discussions sont importantes, c'est qu'il va nous falloir continuer à faire progresser. Il nous faut nous assurer toutefois que, comme toute profession, qu'il y ait une structure du système pour s'assurer que tout un chacun est observé quant à la performance pour nous assurer que cette performance s'améliore à pas à chaque fois. C'est important car ils sont devant les élèves, ces enseignants, ils sont l'avenir et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous présents ici. Merci mille fois, Justin, et je vous repasse la parole. Merci, je ne savais pas que j'allais conclure. J'ai le mot de la fin. Comme observateur extérieur, il est très intéressant de voir la Banque mondiale réfléchir de façon systématique et persuasive aux questions de rétention, recrutement, de formation, de motivation des enseignants et avec des éléments probants et contribuer au bien public. La prochaine fois, dans l'évaluation des écoles, je viendrai voir Teach et nous verrons si sur le terrain c'est utilisable. Merci à la tribune, aux orateurs et merci à tous d'être venus.